Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue sur Agnews Sécurité pour ce nouveau numéro de Parcours. Aujourd'hui, vous allez découvrir la belle trajectoire professionnelle de quelqu'un qui a démarré au premier échelon pour devenir aujourd'hui responsable national-régional en gouvernance de sécurité pour SIAP, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, qui transporte, dépollue chaque jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne. Le SIAP qui lave donc l'eau de près de 9 millions de franciliens. Frédéric Plouvier, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. J'aime à demander en début d'interview où mes invités ont passé leur enfance et leur adolescence. Eh ben, je suis nordiste d'origine, dans une petite commune dans le nord de la France, où j'ai grandi, j'ai fait mon adolescence. Oui, vous êtes épanoui là-bas. Quel rêve d'enfant vous aviez en termes professionnels quand vous étiez petit? Alors, quand j'étais petit, j'aurais aimé être pilote de chasse. Ah oui. Voilà, donc ça s'est jamais fait, la preuve. Et donc pour des raisons professionnelles, je suis parti sur Paris. D'accord, là vous avez fait des études? Alors j'ai fait les arts et métiers à Lille, dans un premier temps, tout en travaillant à côté. Et puis j'ai intégré donc la grande distribution dans les années 95. D'accord. Alors, en 91, c'est peut-être le début de votre carrière, c'est ça? C'était effectivement le début de ma carrière à la sortie des pompiers de Paris, oui. Là, pendant 4 ans, chez Nord Protection Incendie. C'est ça. Vous êtes technicien en maintenance d'équipement incendie. Donc déjà, peut-être pas dire une appétence, mais en tout cas, cette direction prise en lien avec les métiers de lutte contre l'incendie. Mais un métier de terrain pour commencer? Oui, absolument. Un métier de terrain, un métier de vérification, de conseil, d'audit, à petite échelle, hein, parce qu'on gérait essentiellement les extincteurs, les incendies armés, porte-coups-feu, les enfumages. Donc à toute petite échelle, mais effectivement, ça m'a appris bien les rudiments du métier, oui. C'est votre premier job? Premier job. Est-ce que déjà on vous confie des missions à responsabilité? Non, aucune. Aucune Aucune avant de rentrer en grande distribution, effectivement. Donc là, vous apprenez au contact d'anciens, on va dire. D'anciens, absolument. Donc 4 ans plus tard, on est en 95, vous intégrez les équipes des hypermarchés Continent comme chargé de sécurité. Donc déjà, là, 4 ans après, vous gravissez une première marche. Alors j'ai commencé effectivement comme adjoint au chargé de sécurité et les dernières années, effectivement, chez Promodes, j'ai eu la chance de diriger le magasin, oui. Donc c'est déjà une plus grande équipe à laquelle vous êtes associé? Oui, c'était déjà une trentaine d'agents à l'époque, en interne et en externe, à manager dans un hypermarché qui faisait 15 000 m². Donc le but là, c'est bien évidemment d'assurer la tranquillité non seulement des gens qui y travaillent, mais aussi des clients, j'imagine, et en formant aussi au mieux vos équipiers. Oui, alors je suis rentré effectivement pour diminuer le taux de fréquence et de gravité, parce que je sortais des arts et métiers dans ce domaine-là. Et puis très rapidement, on s'est mis à l'incendie, on s'est mis un peu plus dans l'incendie, je dirais, avec les installations fixes, et également dans les équipements de lutte contre la malveillance pour assurer effectivement la sécurité de nos publics et de nos personnel. Pendant ces premières années, est-ce qu'en parallèle, vous avez le droit à des formations justement pour progresser dans cet univers qui peut être un peu complexe parfois? Ouais, c'est très complexe. La grande distribution, c'est quelque chose d'extrêmement complet. Donc j'ai poussé dès les premières années pour aller faire le cycle technique incendie, le cycle technique sérique, et pour me former le plus vite possible, le mieux possible au contact de professionnels. D'accord. Alors vous avez fait, vous le disiez tout à l'heure, les arts et métiers. Vous quittez la grande distribution pour retrouver les arts en quelque sorte en 99 au centre Georges Pompidou, où là vous êtes responsable, cette fois-ci responsable opérationnel sécurité, avec une équipe de 140 personnes et donc davantage de responsabilités. Oui, alors j'ai eu cette opportunité d'intégrer le centre Georges Pompidou à l'époque où ils étaient en plein travaux. Et je m'occupais de la partie opérationnelle, donc des agents, incendie et sûreté, des 140 agents, effectivement, en interne et externe, pour assurer la protection du site durant les phases travaux, oui. Alors, parmi vos missions, j'ai noté qu'il y avait la rédaction des consignes et des procédures sécurité-sûreté. Comme ça paraît un petit peu rébarbatif, mais a priori, ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été mes premières armes en rédaction de documents.
Bien souvent, on n'ose pas forcément écrire ce qu'on veut faire à nos agents. D'accord. Et la réouverture du Centre Pompidou en 2000, au 1er janvier 2000, nous a obligés de réécrire l'ensemble de l'organisation. Donc c'est ce que j'ai fait avec l'aide d'autres personnes de l'équipe. Alors, quand on va au Centre Pompidou, c'est bien souvent pour une exposition, mais il y a, et les gens qui nous regardent ne le savent pas forcément, un certain nombre d'événements qui sont organisés dans ce musée, et vous avez eu à justement gérer la gestion des dispositifs lors de certains événements. Oui, alors bon, il y en a déjà toutes les inaugurations. Lors des inaugurations, on a eu un certain nombre de inauguration, c'est à chaque fois qu'il y a une exposition? Alors, pas forcément. Mais à l'inauguration du 1er janvier 2000, on a eu naturellement toutes les personnalités. Et tous les mardis, on recevait des sociétés qui louaient le Centre Pompidou pour des activités festives. Et donc, certaines personnalités, effectivement, qu'on a pu rencontrer. Et alors, ça consiste en quoi, cette gestion des dispositifs? Si on a des gens du showbiz, c'est faire en sorte de les faire rentrer de manière assez discrète pour éviter qu'ils soient importunés en dehors de l'établissement. Pour des personnalités un peu plus politiques ou un peu plus internationales, c'est surtout préparer leur entrée sur le centre et s'assurer qu'en cas de problème, ils puissent évacuer rapidement les lieux pour être mis en sécurité. Donc, dans l'exemple des politiques, vous travaillez avec leurs équipes dans ce cas-là en direct? Oui, absolument. On travaillait avec le SPHP qui ne s'appelle plus le SPHP aujourd'hui, mais on travaillait avec eux en amont. Protection des personnalités, donc. Personnalités, effectivement, pour faire la reconnaissance avec eux, voir comment on pouvait s'installer et voir où on pouvait positionner également les tirs de précision quand c'était nécessaire pour assurer la protection aux alentours. Vous deviez éventuellement répondre à des demandes précises qu'ils avaient en fonction des lieux? C'était souvent des demandes de sortie, d'évacuation rapide. Donc souvent les circulations verticales, pas forcément d'ailleurs par ascenseur, souvent par piéton. Et pour accéder le plus vite possible à un lieu où les voitures les attendaient pour sortir et sortir. Quelle étape vous franchissez au Centre Pompidou en termes d'apprentissage de nouvelles missions? C'était déjà tout un contexte showbiz et politique et organisation que j'avais pas l'habitude de rencontrer. C'est une manière de travailler différemment, beaucoup plus proche des autorités administratives civiles, avec les forces de police, diverses forces de police, parce qu'on était confrontés à une multitude de services de police, que ce soit avec le déminage, que ce soit avec les tireurs de précision, que c'était la police locale, et ça pouvait être le SPHP, ça pouvait être les personnalités pour protéger les ambassades, des choses comme ça. Oui, d'accord. Alors, en 2001, vous changez littéralement d'univers. On passe effectivement de people, de politique et dans le milieu de l'art au Centre Georges Pompidou. Et vous rejoignez Sagel, qui est le spécialiste dans la gestion locative et les syndics de copropriété, c'est ça? Effectivement. Qu'est-ce qui fait que vous passiez d'un univers à un autre, mais très différent? L'opportunité. L'opportunité, simplement. J'ai eu occasion d'intégrer cette société qui recherchait un responsable pour restructurer complètement l'équipe et continuer à développer les mesures de prévention et moyens de protection, aussi bien en incendie qu'en lutte contre la malveillance, de mon prédécesseur qui partait en retraite et qui lui avait fait les audits. D'accord. Voilà, donc c'était l'opportunité et je me suis délecté. Donc là, vous êtes responsable sécurité. Pour configurer un peu la situation de l'époque, il s'agit de 350 immeubles, c'est ça? C'est ça, oui. Dans des zones confortables, dans des zones à risque Alors, il y avait 80% du patrimoine qui était sur Paris et l'Île-de-France, et le reste était en province. Alors, la province, c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce qu'il y a le problème de distance. Donc, c'est plus difficile à gérer. Et sur Paris, on avait tout type, tous les arrondissements de Paris et proches banlieues de Paris, donc on pouvait être confronté à tout type de type de malveillance, effectivement. Donc là, vous travaillez à la définition de la cartographie des risques et de la politique sécuritaire. Plus exactement, quand ça concerne autant d'immeubles, autant de logements et dans autant d'endroits en France. Alors, on avait un problème, c'était le relais, en définitive, parce que quand on n'y est pas, on n'y est pas.
Donc c'était un travail de relais et de faire en sorte qu'on ait des gens qui nous permettent de remonter les informations. Quel type de personnes, par exemple? Principalement des concierges. Concierges d'immeubles, tout simplement, ou des services de sécurité quand on avait des ERP ou des IGH. Et vous avez été confronté à des situations un petit peu compliquées, justement, à cette époque-là? Alors, je me souviens une qui a été un peu plus compliquée. C'était un feu d'habitation dans le 16e arrondissement, un vendredi soir, où les services de secours ont refusé que nos locataires reviennent dans les appartements, suite à un sinistre. Et là, il a fallu reloger tout le monde dans des hôtels avec plusieurs étoiles. Dans le quartier. Dans le quartier, voilà. Et là, effectivement, c'était un petit peu compliqué de trouver les hôtels, motiver les gens à y aller, tout en leur assurant que leur sécurité de leurs biens serait continuée à être protégée, quoi. Donc là, il y a beaucoup de liens humains, j'imagine, dans ces missions-là. C'est important d'être en contact. Ce sont des locataires pour... Ce sont des locataires. Alors, on avait une partie ERP, IGH, mais on avait une partie effectivement habitation. Et là c'est le syndic n'est jamais bien vu dans un cas pareil. Donc la sécurité encore moins. Donc le gros travail qui était à faire, c'était de rassurer les concierges qui pouvaient être eux-mêmes, pouvaient rassurer les locataires et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Pour assurer justement la maîtrise sécuritaire de tous ces immeubles, est-ce que vous faites appel à des technologies, des nouvelles technologies à l'époque, même si on est en 2001, il y en avait déjà quelques-unes? Alors, des nouvelles technologies, non. On a déjà remis en état ce qui était déjà qui ne fonctionnait pas déjà, pour commencer, ce qui était déjà un très très lourd travail. Nouvelles technologies, non. Mais effectivement, remettre en état, oui. Et c'était le plus gros travail. Donc il vous a fallu faire le tour, quand vous êtes arrivé, des technologies existantes mais inopérantes. Oui, c'est ça. Quand on est arrivé, on avait donc un audit, les audits des bâtiments. Il a fallu, en définitive, faire des plans d'action pour chacun des bâtiments. Et donc après, on a sectorisé l'Île-de-France et Paris en deux parties, avec des prestataires au nord et des prestataires au sud, pour être le plus réactif possible. Et ça partait d'un bloc de secours qui ne fonctionnait pas à une détection de monoxyde de carbone dans les parkings qui ne fonctionnait pas, par exemple. Complètement. Et en tant que responsable sécurité, vous aviviez une équipe de combien de personnes, justement? Alors, on n'était pas beaucoup. J'avais une cellule spéciale qui s'appelait la cellule PAX, qui était la cellule plomb, amiante, xylophage. Dans le cas des reventes de biens immobiliers, on avait ce genre de diagnostic à faire. Donc j'avais une équipe PAX de 3-4 personnes. Et puis après, on était 3 à gérer. Moi qui gérais l'ensemble des contrats et des prestataires. Et j'avais une personne qui allait de site en site pour voir si c'était fait correctement, s'il n'y avait pas de problème et faire les remontées d'informations. D'accord. Et une assistante. On était en 2005 quand vous quittez Sagel pour 8 ans rejoindre Klépierre, leader européen des centres commerciaux. On retrouve un petit peu l'univers de Continent, de la grande distribution que vous aviez connu quelques années plus tôt. Là, vous êtes ingénieur prévention. C'est très différent de ce que vous faisiez avant? Non, c'est un titre. C'est un titre qui diffère. C'est un titre uniquement. J'étais en charge de l'ensemble des remises en état des installations sprinkler et des SSI. Et j'ai fait ça pendant 8 ans, à sillonner la France pour remettre en état ces installations. Parce que là, il y en a quelques-uns, des centres commerciaux. Il y en a quelques-uns, oui. Combien à l'époque? J'en avais 160. C'est ça. 160. Donc, est-ce qu'il y a toujours un relationnel avec les équipes d'intervention locale, ou c'est essentiellement un travail d'étude du matériel qui est sur place? Alors c'est double en définitive, parce qu'on avait une partie études proprement dit, où on faisait nos propres études de diagnostic, on voyait ce qu'on devait faire, mais on devait être en relation également avec le MAI, le centre commercial, la partie petite boutique, et l'hypermarché, pour qu'on soit bien en face, que dans ces cas-là, il y a un seul SSI, il y a une seule installation sprinkler, qui est généralement techniquement opéré par la grande distribution, par l'hypermarché. Et de ce fait-là, il fallait bien être en mèche avec les uns, avec les autres, pour que chacun ne soit pas lésé et chacun travaille en bonne harmonie, parce que naturellement, quand on fait un chantier sur Nice, on n'y est pas tous les jours. Et donc, j'y allais une fois tous les 15 jours. Donc, il fallait, durant les 15 jours, que ça avance et que ça roule tout seul. D'accord. Avec, j'imagine, des relais sur place. Des relais sur place qui étaient principalement chargés de sécurité de l'hypermarché à l'époque. D'accord. 2013, il y a un petit gap avec votre passage au musée de la ville de Paris, puisque c'est 2015.
Oui, c'était une belle période. C'était une période assez extraordinaire et très dure à la fois. Très dure parce que durant ces 5 années, on a été en crise en permanence. On a commencé par les attentats de 2015. Après, il y a eu plusieurs inondations, il y a eu du froid, il y a encore eu des inondations. C'est la période 2015-2020 oui, pour les musées de la ville de Paris. Oui. Vous êtes conseiller sécurité, sûreté, gestion de crise. C'est ça. Donc j'avais les 3 casquettes. Ouais. Et on a été en crise en permanence, entre guillemets, sur les 14 musées. Vous alliez dire hypermarché. J'allais dire hypermarché, effectivement. C'est un lapsus. Sur les 14 musées. On peut en citer quelques-uns pour que les gens qui nous regardent sachent à peu près à quel musée. Oui, on peut parler du Petit Palais, on peut parler du musée d'art moderne, on peut parler des catacombes également. Oui. Catacombes qui posent un certain nombre de problèmes parce qu'elles sont sous-sol, donc des risques très différents à chaque fois. Qui n'a absolument rien à voir. Qui n'a absolument rien à voir. On peut parler du musée Conac-G, on peut parler de Carnavalet, on peut parler de plein de sites comme ça qui sont dans des quartiers très différents, avec des populations très différentes, des risques très différents et des volumes très différents également. Alors là, vous travaillez auprès de la direction générale. Hein. Oui. Et je vois qu'en plus des 14 musées, il y a 6 réserves déportées. Oui. C'est quoi les réserves déportées? Alors vous savez que les collections ne sont pas toutes exposées. D'accord. Il y a une petite partie des collections qui sont exposées. Ouais. Par contre, le reste est dans des coffres, on va dire ça, dans des pièces. Des stocks. Voilà, des stocks sécurisés, protégés, bien sûr. Sécurisés, tant en sûreté qu'en sécurité incendie, qui sont plus ou moins au bord de Paris. dont effectivement je m'occupais de leur sécurité, de s'assurer que ça se passe bien. Vous ne nous donnerez pas l'adresse? Certainement pas. On est d'accord. Mais en termes de nouvelles technologies, là, j'imagine qu'il y a des choses intéressantes à faire. Alors, il y avait beaucoup notamment détection incendie, où on a énormément travaillé sur la détection incendie, mais également sur la vidéo, sur la vidéosurveillance, où on a travaillé sur des caméras intelligentes, dites intelligentes, pour qui détectent en définitive un acte de malveillance de manière certaine, sans que les agents soient en permanence à l'affût devant les caméras. D'accord. En 2013, vous changez à nouveau. Est-ce qu'à chaque fois, ce sont des opportunités? Oui, à chaque fois, ce sont des opportunités. Des rencontres? Des rencontres, des gens qui me disent « Tiens, ça serait intéressant pour toi, pour ta carrière. » Et voilà, je vais de poste en poste. C'est ça. Voilà. Alors, c'est le cas en 2013, encore une fois, avec vous rejoignez le groupe CERIS, qui est le premier groupe français sur le marché de la sécurité. Donc là, vous êtes dans le vif du sujet en tant que directeur sûreté défense et la mise en œuvre de l'organisation de la protection d'un site militaire. On peut dire où c'était? Je pense que maintenant on peut le dire, c'était Ballard. D'accord. C'est le site de Ballard où j'ai eu cette opportunité là aussi. Mon directeur général m'avait proposé à l'époque, si ça m'intéressait, d'aller aider le commandement militaire et la brigade de gendarmerie de l'air qui protégeait le site, me mettre à leur disposition pour rédiger l'ensemble des consignes et procédures pour les piétons comme pour les véhicules. Mais on se dit que dans ce type de site, comme Ballard, normalement, ils sont au fait de toutes les techniques et directives qu'il faut avoir, et que finalement, c'est régulièrement mis à niveau. C'est pas forcément le cas. Il y a toujours besoin de... les actes de malveillance bougent continuellement, donc il faut s'adapter continuellement. L'idée, c'était d'adapter en définitive les équipements techniques qu'ils avaient mis en œuvre par rapport à des consignes et procédures que nos agents devaient respecter et que les gendarmes devaient aussi se retrouver. Alors, je note dans votre parcours que justement à cette période-là, il y a des compétences sécuritaires pluridisciplinaires. Si vous pouviez nous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. C'est simplement parce que l'incendie ne va pas sans la malveillance, la malveillance sans la santé au travail et sans l'environnement. Donc il faut chapeauter tout ça. D'accord. Il faut faire en sorte que tout ça s'enchevêtre correctement. Voilà, c'est un peu l'idée de mon parcours également professionnel, où j'ai travaillé autant en risque professionnel qu'en sûreté qu'en incendie. Il y a une double culture privée-publique. Oui. Est-ce que justement c'est facile de mailler les deux? Alors oui, c'est facile dès lors on a compris les enjeux de l'un et de l'autre. C'est extrêmement intéressant d'avoir les deux cultures parce que l'on comprend quand on est dans le privé ce que l'État nous réclame et attend de nous.
Et quand on est dans le public, on sait ce qu'on peut demander aux entreprises privées en termes de sécurité, et il y a un dialogue qui est beaucoup plus facile parce qu'on connaît les deux mondes. Donc, en connaissant les deux mondes, c'est plus facile à parler et à se faire comprendre. Bien sûr, à échanger. Alors, je vais faire un bond rapide sur la période 2015-2021. 2015-2020, vous êtes de retour au musée de la ville de Paris. J'imagine une proposition qui ne pouvait pas se refuser. C'est ça. 2020-2021, la ville de Paris, direction des constructions publiques et architecture. Et je passe directement à 2021, où vous êtes directeur de gestion du Forum des Halles pour Paris Seine. Forum des Halles, c'est un vrai navire. Oui, c'est un vrai navire et c'était une très mauvaise expérience. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas eu les coups des franches et je n'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu. D'accord, on vous a limité dans vos actions ? J'ai été très limité dans mes actions et donc on s'est quitté très rapidement. Parce que vous étiez en charge de l'exploitation technique, qui, j'imagine, est extrêmement complexe. C'est un lieu qui se dit, pour les Parisiens et pour les touristes, assez difficile à fréquenter niveau sécurité. Est-ce que c'est ça aussi, c'était un challenge ? Alors c'était un challenge à la base, c'était ce qu'on m'avait proposé, ce que le chasseur de tête m'avait proposé. C'était effectivement de redonner un peu une certaine confiance avec les gens qui étaient autour, qui gravitaient autour du Forum des Halles. Il y a un peu de tout. Il y avait vraiment de tout, voilà, aussi bien des locataires que des propriétaires, que les commerces autour, que les habitations autour. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très aisé, c'est vrai. En 2021, vous rejoignez, 2022, pardon, donc SIAP, Service public de l'assainissement francilien, pour quelques chiffres quand même, qui traitent 2,5 millions de mètres cubes d'eau usée pour près de 9 millions de franciliens sur 1800 km de réseau. Là, préventionniste incendie. Alors ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, parce que ça paraît un peu antinomique de faire de la prévention incendie dans un lieu qui traite autant de mètres cubes d'eau. C'est vrai. Quels sont les risques en fait ? Alors les risques en définitive, c'est que quand l'eau arrive qui est usée, on a une multitude de déchets. Ces déchets bloquent un certain nombre de filtres qui naturellement se bougent, qui bloquent, qui chauffent, et on a des départs de feu. D'accord. Et donc là, vos missions consistent en quoi ? Alors, la mission, elle est relativement simple. C'est tout ce qui touche la prévention et la protection incendie. Donc, ça démarre du simple application du permis de feu jusqu'aux installations fixes qu'on peut rencontrer sur l'ensemble des usines. Sur plusieurs sites ? Alors, j'ai 11 sites en réalité. J'ai 6 usines de traitement et 5 usines de pré-traitement. C'est Paris, région parisienne uniquement ? Il y en a dans Paris même ? Non, alors pas que Paris. Le patrimoine démarre du 94 et va jusqu'au 78. D'accord. Voilà, en passant par le 93 et du 92. Et là, vous avez une équipe de combien de personnes ? Je suis tout seul. Vous êtes tout seul ? Je suis tout seul. Et j'ai les relais naturellement sur chacune des usines, des correspondants locaux, et avec lesquels on travaille continuellement, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de sinistre incendie et que les Franciliens puissent continuer à utiliser la chasse d'eau, si je peux m'exprimer ainsi, en toute facilité. Frédéric, est-ce qu'un jeune peut encore aujourd'hui suivre votre jolie voie, c'est-à-dire commencer à la base, qui était votre cas, et gravir les échelons jusqu'à votre niveau ? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est encore possible. Je pense qu'il faut beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance, c'est certain. Regarder toujours au-dessus. Et suivre des stages, continuer à travailler, toujours apprendre continuellement, sans s'arrêter. Et à un moment donné, ça va payer, c'est certain. Ce qui a été votre cas tout au long de votre carrière, de continuer à vous former éternellement, parce qu'il y a toujours des nouveautés. Bien sûr. Et à ce propos, est-ce que les nouvelles technologies, on en revient, ont été un atout et sont encore un atout dans vos missions ? Alors, aujourd'hui, non, parce qu'on est sur le basique pur de technologie, parce que du sprinkler, il n'y a pas vraiment de grande évolution. Sur les SSI, il n'y a pas grand-chose non plus en évolution. Ce qui change surtout, c'est les mentalités. Et c'est ces mentalités-là qu'il faut essayer de faire en sorte qu'on soit en adéquation pour qu'on puisse faire avancer le sujet proprement dit de la sécurité incendie. Mais il n'y a pas de nouvelles technologies proprement dit sur ces sujets-là. Pour terminer, Frédéric, est-ce que dans votre carrière, il y a des choses que vous regrettez de ne pas avoir réalisées ?
Pas de pilote de chasse. Pilote de chasse, j'allais le dire. Oui, naturellement. Non, le reste, non, je pense que j'ai fait jusqu'alors une belle carrière, une belle progression. Et je compte continuer. Merci beaucoup Frédéric. C'est moi. D'être venu sur le plateau d'Agnews Sécurité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.